Bonjour à tous ceux qui sont là. Merci d'être venus et de participer à cette nouvelle édition de Science en Tourne. Une édition qui sera consacrée à l'autisme, puisque c'est aujourd'hui la 6e journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Alors on va se pencher sur ce syndrome pendant les 3 quarts d'heure qui viennent. Un syndrome qui touche quand même pas mal de monde, puisqu'on a environ une personne sur 100 dans la population qui est atteinte d'autisme. Alors c'est un sujet qui a été soumis à beaucoup de controverses. Pendant longtemps, on a accusé, ou la psychanalyse en tout cas a accusé les mères d'être responsables de l'autisme de leur enfant. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est très différent. La vision a beaucoup changé. On a une vision plus génétique, biologique, environnementale de l'autisme. Et donc cette vision de la psychanalyse a reculé petit à petit. Donc on va se concentrer essentiellement aujourd'hui sur la question de l'origine de l'autisme et sur le traitement de cet autisme avec nos 3 invités ici présentes, un panel féminin aujourd'hui. Isabelle Stephen, vous êtes présidente de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme pour la partie suisse romande et vous êtes maman d'un enfant autiste. Bonjour. Oui, bonjour. Ariane Giacobino, vous êtes médecin généticienne aux hôpitaux universitaires de Genève, si je ne m'abuse, bonjour. Et Rachel Marchitelli, vous êtes psychologue associée à la consultation spécialisée du développement en pédopsychiatrie au CHUV. Oui, bonjour. Je vous laisserai la parole dans la deuxième partie. Vous pourrez poser les questions qui vous intéressent à nos invités sur cette thématique de l'autisme. Mais peut-être pour commencer, Rachel Marchitelli, est-ce que vous pouvez nous définir dans les grandes lignes ce qu'est l'autisme ? Donc l'autisme, actuellement, on considère vraiment que c'est un trouble neurodéveloppemental qui est marqué par des symptômes dans une triade autistique, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des symptômes dans le domaine des interactions sociales, dans le domaine de la communication et dans ce qu'on appelle les comportements restreints et stéréotypés, de type les enfants qui ouvrent, ferment des portes et qui entrent comme ça dans des choses très répétitives. Et ces symptômes-là doivent donc se situer dans ces 3 domaines. Alors ça peut être à des degrés divers, mais ils doivent être présents avant 5 ans. C'est-à-dire qu'on peut porter un diagnostic d'autisme après 5 ans, parce que ça arrive que les enfants n'aient pas été diagnostiqués avant, mais on doit aller rechercher ces symptômes-là et devaient être présents avant 5 ans. Mais si les symptômes apparaissent après 5 ans, c'est pas de l'autisme. Après 5 ans, c'est que c'est pas de l'autisme, c'est que c'est d'autres choses. D'accord. Et le spectre est très très large. Vous dites à un degré variable. On peut être autiste très léger ou autiste très grave. Ouais. Alors effectivement, le spectre est très large. Ça va d'enfants qui auraient des particularités, des petites difficultés de communication, avec des intérêts restreints assez discrets, mais en tout cas qu'ils arrivent à camoufler, avec des enfants qui n'auraient pas, enfin, des enfants ou des personnes adultes, mais qui n'auraient pas de retard mental associé, par exemple. Et à l'autre bout du spectre, on a des personnes avec un retard mental qui peut aller jusqu'à un retard mental sévère, une absence de langage, et des comportements autistiques très marqués dans les 3 domaines dans cette triade. Mais ce sont des pathologies qui sont bien séparées, le retard mental et l'autisme ou... Alors, on peut avoir des personnes avec un retard mental sans trait autistique, sans autisme, comme on peut avoir des autistes sans retard mental. Malheureusement, il y a un certain nombre d'autistes qui ont un retard mental associé. Alors, il est difficile à réellement chiffrer avec les outils qu'on a, parce qu'évidemment que pour chiffrer, on va faire un test. Pour faire un test, il faut que la personne puisse comprendre et s'adapter au test qu'on lui propose et puisse y répondre au moment où on le demande. Et ça, c'est ce qu'on voit très souvent, c'est que les outils qu'on a ne sont pas forcément toujours très bien adaptés, même si on essaye de les adapter au mieux pour les enfants qu'on voit. Et souvent, les parents nous disent, ben voilà, mais ça, à la maison, il aurait pu le faire, ici, il ne le fait pas. Et ça arrive qu'on aille tester les enfants dans leurs écoles spécialisées ou dans l'école ordinaire pour garder un cadre qu'ils connaissent mieux, dans lequel ils seront plus à l'aise, pour essayer d'avoir un résultat qui est au plus proche de ce qu'on arriverait à objectiver. Et puis on parle aussi beaucoup d'autistes Asperger ou d'autistes de haut niveau qui ont des capacités très étonnantes, hors du commun. Ça rentre aussi dans le spectre autistique. Alors ça rentre tout à fait dans le spectre autistique. Donc c'est des personnes qui ont toujours ces difficultés dans cette triade autistique, la communication, l'interaction sociale et les comportements restreints.
mais qui ont une absence de retard mental. Et pour les Asperger, une des particularités, c'est que les personnes Asperger ne doivent pas avoir de retard de langage. Donc très souvent chez les enfants autistes, on observe un retard de langage, voire un trouble du langage chez certains. Et pour porter le diagnostic d'Asperger, on doit pouvoir exclure qu'il y ait eu un retard de langage et un retard mental. Isabelle Stephen, donc vous, je le disais tout à l'heure, vous êtes maman d'un enfant autiste. Comment est-ce que vous vous retrouvez dans les définitions là, qui ont été données par Rachel Marchitelli? Oui, tout à fait. Alors, dans le cadre de mon enfant, nous, on s'est, je dirais, un peu commencé à s'apercevoir qu'il y avait un problème dans son développement par le langage, justement. Mais très tôt, vous vous êtes rendu compte de ça? Assez tôt, je dirais, déjà entre 12 et 18 mois. Parce qu'il se trouve que j'ai un neveu qui a exactement 6 mois et 1 jour de plus que mon fils. Et je voyais les différences dans l'interaction, dans les mots, dans la fluidité du langage que mon neveu avait et que mon fils avait commencé un peu à avoir. Et tout d'un coup, c'est comme si cette partie-là de son développement s'était stoppée, s'était arrêtée. Et ça a été, en tout cas pour nous, pour la famille, les signes avant-coureurs qui avaient un trouble, qui avait quelque chose qui ne jouait pas et qui nous a amenés ensuite à consulter et à chercher. Mais donc il a été très vite diagnostiqué, très tôt? Non, pas du tout, parce que c'était il y a déjà un certain nombre d'années, puisque mon fils va bientôt avoir 18 ans. Et puis là, ça a été long parce que justement, le pédiatre me disait « mais c'est pas grave, c'est votre premier enfant, en plus c'est un garçon, donc c'est normal qu'il parle beaucoup plus tardivement, il ne faut pas s'inquiéter, il faut attendre. » Et puis le temps passe et on retourne et après enfin on arrive chez une logopédiste qui nous fait à peu près le même langage. Puis pendant ce temps, les années filent jusqu'au jour où enfin on est adressé dans un service spécialisé d'un hôpital universitaire où là, le diagnostic a pu en fait être posé. Mais entre, je dirais, les premiers troubles que nous, parents, avions pu observer et la pose du diagnostic, il s'est passé en tout cas 4 ans. Puisque je 4 vous dis... ans, donc c'est seulement à 6 ans que vous avez su que votre enfant, qu'on a mis un nom sur ce syndrome. Exactement. C'était en 2002. Mon fils avait 6 ans. Et c'est vrai que si on parle maintenant avec des spécialistes, ils vous diront c'est tard, puisque maintenant on sait déjà que à peu près vers les 24 mois, quelque chose comme ça, 18 et 24 mois, Rachel pourra l'expliquer mieux que moi, les spécialistes sont capables de poser un diagnostic. Et c'est très très important de pouvoir justement diagnostiquer tôt, parce qu'il faut pouvoir offrir à tous ces enfants un accompagnement adéquat de façon à ce qu'ils puissent se développer. Et plus tôt c'est fait, plus ils ont de chances de succès de pouvoir intégrer un jardin d'enfants normal, je veux dire, pas spécialisé, respectivement, faire un cursus scolaire tout à fait classique. Mais il faut agir tôt. Alors on reviendra sur les traitements qu'on peut proposer aux autistes. Rachel Marchitelli, par rapport au diagnostic, comment à 24 mois, vous, en tant que psychologue, vous diagnostiquez un autisme? Donc c'est vrai, peut-être juste pour rebondir sur ce que tu disais Isabelle par rapport à l'âge où les enfants consultent, effectivement on voit, moi j'ai vu sur les 10 dernières années que l'âge descend quand même petit à petit. Il y a 10 ans on était autour de 3 ans et demi, 4 ans plutôt, maintenant on est autour de 2 ans et demi, 3 ans je dirais. Quand on voit les études qui ont été faites, notamment par OCU, on voit que les parents se rendent compte très tôt des difficultés autour de 17 mois, avant très peu, parce que finalement, il n'y a pas grand-chose à voir avant. On parle en général pas avant. Au niveau du langage, au niveau des interactions, les choses se déroulent assez normalement jusqu'à 18 mois. Et à 18 mois, effectivement, comme le décrivait Madame Stephen, c'est très marqué. Tout d'un coup, le développement stagne, voire régresse parfois. Les parents s'en rendent compte, on parle au pédiatre, mais ça met encore plusieurs mois avant qu'il soit adressé à une consultation spécialisée pour le diagnostic. Donc c'est vrai que nous, on les voit arriver chez nous à la consultation CHUV autour de 2 ans, 2 ans et demi, à moins que ce soit le frère cadet d'un enfant qu'on suit déjà. Là, ça arrive qu'on les voit un peu plus tôt. Et là, le diagnostic se pose d'une part
on prend l'anamnèse de cet enfant, l'anamnèse développementale. Ensuite, il y a une observation clinique et on a des outils spécifiques, des tests spécifiques qui sont reconnus au niveau international pour poser ce diagnostic. Il faut tout ça ensemble pour vraiment pouvoir poser un bon diagnostic. Isabelle, Stéphane, est-ce que vous savez, vous, pourquoi votre fils est autiste? Est-ce que vous avez reçu une explication? Pas vraiment. Pas vraiment. Je dois dire déjà, il faut dire à l'époque, le diagnostic en lui-même était déjà assez Difficile, flou. ouais. Assez flou parce qu'on m'a dit, en fin de compte, certes il y avait le terme d'autisme, mais c'était que mon enfant souffrait de troubles du développement de type autistique atypique. Alors maintenant, avec le recul, je sais que l'autisme atypique n'existe pas. Je veux dire, voilà, c'est où on est atteint d'autisme ou on ne l'est pas. Après, comme Rachel Marchitelli vous l'a expliqué, le spectre est très très large, donc on peut être atteint, on va dire, sévèrement, moyennement ou légèrement. Mais autiste atypique, non, ça n'existe pas. Et on ne m'a pas naturellement donné les causes. Et à l'époque aussi, je veux dire, il n'y avait pas d'accompagnement. Donc je parle de ceci, c'était en 2002. Oui, il faut remettre les choses. C'est pas très vieux non plus. C'est pas très vieux non plus, mais c'est vrai que les choses ont quand même bougé, évolué. Grâce à la science, grâce aux professionnels, grâce peut-être aussi à ces journées mondiales qui ont sensibilisé de plus en plus les personnes. Mais voilà, il y a 12 ans, on m'a dit revenez dans 2 ans, on refera des tests et on vous dira comment votre enfant a évolué. Oui, ça permet bien d'accompagner cet enfant. Ariane Giacobino, je rappelle que vous êtes généticienne. Est-ce que l'autisme ou est-ce que par exemple son fils pourrait avoir une origine génétique ? Alors que l'autisme ait une origine génétique, c'est vrai que c'est une question qui est dans l'air depuis en tout cas une dizaine d'années, avec beaucoup d'outils et de moyens au niveau de la génétique qui ont été mis en œuvre pour essayer de trouver au départ ce qu'on pensait être le gène de l'autisme. Et puis ça, on s'est bien rendu compte au fil des années que ce gène n'existe pas. Ce n'est pas une maladie monogénique avec une transmission simple, mendélienne, dont on puisse prévoir la survenue en termes de risque. Mais c'est vrai que ce qui a pu être mis en évidence, c'est qu'en tout cas, il y a un terrain génétique, il y a une ambiance génétique qui semble concerner beaucoup de gènes, beaucoup de régions du génome. On parle d'entre 100 et 500 régions du génome qui pourraient être liées à la survenue de l'autisme, parfois certaines régions, parfois d'autres. Donc si on a autant, ça veut dire que c'est extrêmement compliqué de les isoler, de les Donc, identifier. du point de vue génétique, on dira que c'est une maladie complexe, hétérogène, multifactorielle, alors qu'elle soit neurodéveloppementale, c'est tout à fait juste. En amont de ça, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a certainement de la génétique, parce qu'on sait que les études sur les jumeaux monozygotes ou dizygotes ont montré qu'il y avait une plus grande coïncidence de l'autisme, plus le lien génétique est proche, plus il y a un risque élevé qui peut être chiffré chez les vrais jumeaux, donc monozygotes à peu près 90% de risque. Quand un des jumeaux est atteint, que l'autre le soit aussi. On sait qu'une famille qui a eu un enfant avec un autisme, elle est plus à risque d'en avoir un deuxième, mais on reste quand même dans une sorte de flou au niveau de la caractérisation des modifications génétiques. Donc on a quand même identifié quelques gènes qui seraient responsables de l'autisme ou même pas du tout ? Alors, ce qui est recommandé, c'est quand même d'exclure un certain nombre de choses, comme par exemple le syndrome du X fragile ou le syndrome de Rett, ou de vérifier qu'au point de vue génétique, on ne se trouve pas dans quelque chose de connu, où on connaît le problème génétique et qui est finalement un autre syndrome qui inclut des traits autistiques. D'accord, donc c'est pas de l'autisme, mais ça y ressemble. Ou c'est associé à une pathologie, c'est sous le même chapeau qu'une pathologie génétique plus grave. D'accord. Malgré tout, quand on fait des examens génétiques un petit peu systématiques, par exemple on cherche dans les chromosomes s'il y a des petites régions qui manquent ou qui sont dupliquées ou tripliquées, on va s'apercevoir qu'il y a quand même plus souvent une somme de petites variations génétiques qu'on a de la peine à expliquer en termes de voies biologiques, mais quand même qu'il y a quelque chose là derrière. Mais ça voudrait dire qu'on pourrait, chez une maman enceinte, on pourrait faire un diagnostic prénatal et aller voir si potentiellement... Non, pas du tout. On parlait de l'importance du diagnostic. Non, pas du tout. On reste dans des facteurs,
probabilités ou des risques empiriques, mais on n'a certainement pas l'outil, et je crois que c'est important que les gens le réalisent, pour aller en prénatal, pouvoir dire on a trouvé, sauf si bien sûr on est dans le cas d'un syndrome ou d'une mutation connue avec des traits autistiques. Alors vous disiez tout à l'heure, en amont des problèmes neurodéveloppementaux, il peut y avoir la génétique. Comment on passe de l'un à l'autre? Comment est-ce que des gènes vont s'exprimer pour qu'au final, il y ait un problème de développement du cerveau? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hypothèses mises ensemble pour l'autisme. Il y a même l'environnement qui pourrait jouer un rôle. On entend parler des métaux lourds ou d'autres facteurs de risque, ce qui n'est pas complètement ridicule dans la mesure où ça pourrait aussi avoir des conséquences au niveau du génome, mais au niveau de l'expression des gènes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mutation, la séquence ADN n'est pas modifiée, mais que finalement un facteur extérieur en prénatal, c'est tout le domaine de l'épigénétique, pourrait venir modifier subtilement le niveau d'expression des protéines de ces gènes et avoir des conséquences sur le développement ou le fonctionnement ultérieur du cerveau. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on essaye de réconcilier toutes ces hypothèses et de dire il y a peut-être quelque chose de prénatal, d'épigénétique, il y a peut-être un fond génétique là derrière, et en mettant tout ça ensemble. Donc, juste l'épigénétique, pour préciser, c'est pas mal votre domaine, c'est l'idée que l'environnement influence la transmission génétique. Voilà, influence l'expression des gènes. Donc la manière dont le gène va être allumé ou éteint va fonctionner ou fonctionner moins bien pour fabriquer ces protéines. Et on sait maintenant dans d'autres domaines, dont la toxicologie, que l'environnement, les polluants ou d'autres choses peuvent vraiment affecter l'expression des gènes. Donc il y aurait là, en tout cas, une bribe d'explication théorique. Rachel Marchitellier, est-ce qu'il y a d'autres pistes pour expliquer l'autisme ? On parlait tout à l'heure de la responsabilité des mères, par exemple. Ça, vous l'excluez complètement aujourd'hui? C'est clair. Enfin, puis je crois que c'est important de le dire parce que effectivement, il reste cette idée comme ça chez beaucoup de gens, et puis qui a passé comme ça au fil des années que les mères auraient une influence ou une importance dans l'autisme de leur enfant. Je crois que moi, je vois énormément de parents de toutes sortes. Je vois des parents qui vont bien, des parents qui vont moins bien. Et puis, il n'y a pas de lien entre l'autisme de leur enfant et l'état des parents. Et ça, je crois que c'est important de le dire. Ce qu'on peut dire aux parents, c'est qu'effectivement, on ne sait pas pourquoi un enfant il est autiste. Il y a des pistes génétiques. Par contre, on sait qu'ils y sont pour rien. Et ça, je crois que ça, c'est important de leur dire. Et Isabelle Stéphane, vous êtes confrontée à beaucoup de parents d'autistes. Enfin, vous en voyez régulièrement. Vous avez été alerté par des parents où des psychanalystes continuent à dire mais c'est de votre faute, madame? Alors écoutez, malheureusement, oui, il y a encore, je dirais, une frange. Elle maigrit, elle diminue, Dieu merci. Mais voilà, il y a encore certains médecins psychiatres. Je ne dirais pas qu'ils vont rendre les parents responsables de l'autisme de leurs enfants, mais moi, ce que j'entends encore à l'association, ce sont des fois des parents qui nous disent, mais en fin de compte, ce médecin, il s'intéresse plus à nous, il a plus envie de nous psychanalyser, nous poser des questions, voilà, du style est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on a désiré cet enfant, enfin voilà, il y a encore des questions comme ça qui surviennent, plutôt que de s'intéresser à l'enfant. Mais Dieu merci, c'est gentiment en train de diminuer, d'où l'importance aussi, je dirais, quelque part, en fait, pour nous, associations de parents et tout ça, une des clés de voûte, bien sûr qu'il y a la recherche, mais il y a aussi toute la problématique de la formation. Donc d'où l'importance de bien former les médecins, surtout les pédiatres, alors. Les généralistes les ouais. pédiatres en premier, et puis les futurs pédopsychiatres, psychologues, etc., de façon à ce que l'approche par rapport à l'autisme soit correcte. La science a avancé. Il est nécessaire maintenant aussi que les médecins cliniciens suivent ces avancées de la science. Ça manque aujourd'hui? Les médecins ne sont pas au courant de ce qu'est l'autisme? Mais vous savez, je prends un exemple actuellement, enfin, à moins que ça ait changé, mais j'ai parlé encore récemment avec le vice-doyen de la faculté de médecine. Actuellement, les médecins reçoivent une formation ici en autisme de 2 périodes de 45 minutes.
Et alors, je suis consciente que pour des médecins qui vont plutôt partir, je ne sais pas moi, vers l'oncologie ou la chirurgie ou l'orthopédie, mais même ces médecins-là, moi j'ai envie de leur dire, avec une prévalence actuellement d'une personne sur 100, voire même un peu plus. Voire même un peu plus, si on prend les derniers chiffres de ce week-end, c'est... Exactement, ça fait un peu peur, mais je dirais, même si on en reste à une personne sur 100, même si vous êtes chirurgien, peut-être qu'un jour, vous allez devoir opérer une personne avec autisme. Donc, de savoir quand même, de ne pas être un professionnel de l'autisme, ça, je peux tout à fait le comprendre, mais dans le milieu médical, voilà, de savoir quand même ce que c'est, il me semble que c'est indispensable. Et surtout, je dirais, pour les pédiatres, parce que c'est là où on va en premier quand on constate justement une anomalie dans le développement de son enfant. Et ça permettrait aussi de promouvoir certains traitements derrière efficaces. Vous, votre fils a reçu, une fois que le diagnostic a été fait, on l'a compris, ça a été long, mais votre fils a reçu des traitements de quel type ? Alors là, je dirais de différents types, parce que aussi, vu que je n'avais pas d'accompagnement, puisqu'on m'a dit revenez dans 2 ans, on vous dira comment il a évolué, je suis rentrée débrouillez-vous, quoi. Et j'ai dit à mon mari, je suis désolée, on n'a pas besoin de ces gens-là. Nous, on vit 24/24 avec notre enfant. Je pense que dans 2 ans, on va bien se rendre compte de comment il a évolué. Donc, on a commencé à chercher. On a fait différentes thérapies, en passant par Tomatis, en passant par même l'hypothérapie, enfin, en regardant aussi du côté des régimes, parce qu'on nous disait un temps, des régimes sans caséine, sans gluten, etc. Enfin, voilà, on a fait 1001 choses. Et puis, voilà, jusqu'au jour où on a découvert les thérapies qu'on appelle socio-comportementales, qui sont plus des thérapies éducatives, parce qu'en fin de compte, nos enfants, c'est ça dont ils ont besoin dans leur accompagnement, c'est d'être éduqués. Je prends toujours cette expression pour que les gens comprennent bien. Je dis, le rôle des parents et le rôle des professionnels qui s'occupent de personnes avec autisme, nous devons être des traducteurs pour eux. Il faut bien comprendre que notre société, notre monde, nos codes sociaux ne font pas du tout sens pour eux. Ils ont une toute autre vision de la société, des relations avec autrui. Ils sont très francs, ils sont très directs, ils ne mentent jamais. Alors imaginez d'aller expliquer, je prends juste ça comme exemple, la diplomatie à un enfant ou un adulte avec autisme. Ça marche pas. Non, ça marche pas. S'il n'aime pas votre chemise, il va vous le dire. Bastien, votre chemise, elle est moche. Merci. Voilà. Donc, ils ont besoin que nous leur expliquons. Mais ça va de tout. Ça va de se brosser les dents sous forme séquentielle jusqu'à justement les relations sociales. Comment est-ce qu'on s'adresse à quelqu'un? Qui est-ce qu'on tutoie? Qui est-ce qu'on vouvoie? Enfin, voilà, comme un autre enfant, j'ai envie de dire, mais en mettant un accent plus profond, parce que ce qu'un enfant neurotypique, à savoir donc, neurotypique, le contraire, sans autisme, apprend de façon innée et instinctive, un enfant avec autisme doit l'apprendre de manière scientifique, donc c'est-à-dire petit a, petit b, petit c. Et vous avez utilisé une technique qui s'appelle ABA, qui est parfois assimilée à du dressage, parce que justement, c'est vraiment, on inculque les valeurs, comme vous dites, petit a, petit b, maintenant tu apprends, si tu fais pas, je te donne pas à boire, etc. C'est assez controversé finalement. Eh bien alors, voyez-vous, c'est justement l'inverse de ce que vous veniez de dire. Si tu fais pas, je te donne pas à boire. C'est une méthode qui est basée justement au contraire sur la récompense, de jamais les laisser en difficulté. Et puis vous savez, quand les gens emploient le terme de dressage, sans vouloir du tout faire d'anomalie avec le monde animal, mais même pour les animaux, on ne parle pas de dressage, on parle d'éducation. Les gens qui ont des chiens ici dans la salle le savent, on va faire des cours d'éducation avec nos chiens, donc ça n'a strictement rien à voir avec du dressage. Parce que, je dirais, c'est une méthode après qu'on doit pouvoir appliquer dans l'environnement et qu'on doit pouvoir reproduire dans d'autres types d'environnements. Ce qu'on entend souvent par rapport à, oui, ils savent faire quelque chose parce qu'ils sont avec le thérapeute en ABA dans la salle du thérapeute, puis dès qu'ils sont à la maison, ils ne savent plus le faire. Non, là, il y a justement des liens qui sont faits. Il faut naturellement que la méthode soit faite de façon pratique et surtout de façon fine et intelligente. Donc peut-être que certaines
personnes, certaines thérapeutes l'ont employé de manière, on va dire, un peu trop forte, un peu trop dirigiste, et ça a donné justement cette image de dressage d'enfants. Mais si elle est faite de manière fine, et puis si elle est aussi peut-être accompagnée d'autres méthodes, parce qu'il y en a beaucoup, on n'a pas le temps de parler de tout ce qu'on peut faire, mais si elle est accompagnée d'autres méthodes, et puis surtout, j'ai envie de dire, de pouvoir les accompagner dans, que ce soit la garderie classique, pas forcément un milieu spécialisé, chaque fois que c'est possible, dans une école publique traditionnelle, c'est là aussi où ils se développent et c'est là aussi où ils apprennent, parce qu'ils sont capables d'apprendre, mais c'est en étant mélangés avec leurs pairs, parce que c'est vraiment là que les pairs deviennent aussi des modèles et que justement tous ces jeunes arrivent ensuite à se développer. Rachel Marchitelli, ce type de techniques comportementales sont prises en charge en Suisse par les assurances maladie, etc. Non, alors justement, il y a différentes techniques. L'ABA en est une. Après, il y a des approches teach. Il y a différentes choses qui existent, mais qui ne sont pas prises en charge actuellement en Suisse par ni les assurances maladie, ni par l'AI, parce que les enfants autistes donc, ont droit à des mesures AI, aux mesures médicales AI, et parfois, selon le degré d'autisme de l'enfant, ils ont droit à des rentes et des allocations impotence, qui peuvent parfois être utilisés justement pour combler un peu la dépense financière et le non-remboursement des techniques dont parlait Madame Stephen. D'accord, alors ça c'est pour l'aspect technique comportemental. Il y a un aspect médicamenteux aussi qui est possible, Ariane Giacobino ? Alors on a vu ces dernières années avec intérêt voir apparaître des traitements qui sont évidemment pas des thérapies géniques, c'est-à-dire des thérapies sur le potentiel ou le supposé gène de l'autisme. Qu'on n'a pas trouvé de toute façon. Qu'on n'a pas trouvé, mais qui sont des thérapies qui semblent, ou des traitements qui semblent avoir un bénéfice assez clair. Notamment, il y a eu plusieurs publications à propos des diurétiques et de leur utilisation chez les enfants autistes et sur des modèles animaux qui miment l'autisme et qui semblent montrer que simplement par un fait, donc les diurétiques ont pour conséquence de modifier au niveau du cerveau la concentration en chlore dans les neurones qui utilisent comme neurotransmetteur le GABA, et en modulant l'activité excitatrice ou inhibitrice du GABA via le chlore, d'avoir un effet bénéfique. Et plus récemment, il a même été montré sur des modèles souris et rats autistes qu'en faisant un traitement diurétique avant la naissance, on pouvait avoir des bénéfices justement en modulant les effets de ce neurotransmetteur. Sauf qu'on ne sait pas avant la naissance, enfin on a parlé de voilà, diagnostic exactement. À partir de 2-3 ans. On pourrait imaginer à un moment de donner ces diurétiques à toutes les femmes, comme on prend certains médicaments avant la naissance, tout à fait. Là, de manière systématique. Il manque une étape, on ne va pas traiter à tout hasard en se disant il y a un bénéfice, parce qu'il n'y a certainement pas un bénéfice si l'enfant ne présente pas de troubles neurodéveloppemental ou le futur enfant. Oui, mais comme on ne le sait pas, donc ça ne sert à rien. Voilà, pour l'instant, on en reste là avec des traitements qui ont été essayés chez l'enfant et qui vont se poursuivre. Et chez l'enfant, ça semblait avoir un bénéfice, tout à fait. Et c'est un bénéfice qui se manifeste comment ? C'est-à-dire que les troubles autistiques ont tendance à reculer ou à ne plus évoluer ? C'est que c'était un bénéfice au niveau en tout cas des interactions sociales qui étaient améliorées. Chez la souris et le rat, il y a eu évidemment des tests beaucoup plus sophistiqués, électrophysiologiques, des études d'imagerie qui ont montré aussi des modifications. En tout cas, quelque chose se passe et ça se répercute au niveau des symptômes ou des traits autistiques qui semblent diminuer. Et ça fonctionne chez les enfants, chez les petits, mais aussi chez des enfants plus grands. Par exemple, votre fils, il pourrait prendre... Il a presque 18 ans, il pourrait prendre ce type de traitement ? Oui, parce que de ce que j'ai entendu justement par rapport à cette étude, ça a été fait justement sur des jeunes enfants et en tout cas des adolescents. Adolescents, je pense, tout proche de l'âge adulte. Mais voilà, pour l'instant, c'est un Après, c'est vrai que dans toutes les études cliniques, il y a les phases de sécurité, de s'assurer que c'est bénéfique et pas nocif, que sur le nombre, on va avoir des effets statistiques. Donc après, ça doit passer par toutes les chicanes qui font qu'on peut mettre en place ou non un vrai traitement et le recommander. Et au-delà de ces diurétiques, est-ce que vous pensez qu'un jour, un médicament pourrait soigner complètement l'autisme ?
On peut imaginer par la chimie, on arrive à corriger tout ça? Alors moi j'ai déjà un petit problème avec la classification ou la définition de l'autisme parce que pour des généticiens c'est une description qui a changé au fil des années. C'est quelque chose d'extrêmement complexe à caractériser avec, comme on dit dans notre jargon, un phénotype, c'est-à-dire un certain nombre de signes. Mais sous ce chapeau, il y a un certain nombre de petits signes différents et probablement il y a là des lieux ou des manières d'être incisif avec certains traitements qui ne sont certainement pas une approche unique pour guérir l'autisme, en tout cas de ce qu'on en sait maintenant. Rachel Marchitelli, dans vos consultations, les gens viennent avec cet espoir-là. Vous n'avez pas une pilule pour corriger ça? Un peu, oui. Alors bon, moi je vois beaucoup de parents qui viennent pour le diagnostic, donc c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément déjà dans cette question-là, mais dans un deuxième temps, ils viennent, mais je crois que... Enfin, voilà, malheureusement, on doit leur dire que pour l'instant, en tout cas, on n'a pas de médicaments miracles. Vous êtes psychologue, est-ce que des psychothérapies, ça peut aussi aider à corriger il y a plusieurs types de psychothérapie, il y a plusieurs orientations. Je ne pense pas que c'est le traitement de choix, en tout cas pas pour guérir l'autisme. Par contre, une fois que l'enfant est pris en charge au niveau éducatif, au niveau pédagogique, avec des outils adaptés, qu'ils soient à l'école ordinaire ou à l'école spécialisée, parfois ça peut être indiqué, mais comme chez plein d'autres personnes finalement, pour traiter des difficultés émotionnelles, à des moments précis, à l'adolescence ou à des moments charnières, pour avoir un lieu pour parler, parler de ce qui se passe pour la personne. Après, il faut des thérapeutes qui connaissent les particularités de ces enfants ou de ces adolescents pour pouvoir entrer en contact de manière adéquate avec eux. Isabelle Stephen, votre fils va avoir 18 ans. On parle souvent des enfants autistes, on parle beaucoup moins des adultes autistes. Ça va devenir un adulte autiste. Comment il va vivre dans quelques années? Qu'est-ce qu'il va devenir? C'est une excellente question. C'est vrai que actuellement, et c'est normal, je veux dire, la science, les médecins, les thérapies et tout ça se sont surtout penchés sur le jeune enfant, parce que comme on l'a dit précédemment, c'est là où il faut agir. Il faut agir vite, ciblé, précis. Mais du côté des adultes, je dois dire, c'est un peu le no man's land, c'est-à-dire un peu, quand l'enfant arrive à la fin d'une scolarité, je ne vais pas dire qu'il est un peu rendu à sa famille en disant, l'école est finie et puis il faut trouver la suite. J'ai une amie qui dit toujours, qui est maman aussi d'un adolescent avec autisme, qui me dit toujours, je crois que le futur de nos enfants n'existe pas aujourd'hui, nous allons devoir l'imaginer, l'inventer. Alors, il n'existe pas peut-être aujourd'hui ici, à l'instant T présent en Suisse, il existe déjà un peu ailleurs, à savoir qu'on retombe dans la formation, c'est d'avoir des professionnels formés, ce que les pays anglo-saxons appellent des job coachs, donc des gens qui sont capables d'accompagner, de former les jeunes adultes avec autisme et même de les intégrer dans des sociétés. Et quand je dis dans des sociétés, je ne parle pas forcément d'ateliers protégés ou de structures de type institutionnel. Bien sûr qu'il y aura des personnes, comme Rachel Marchitelli l'ont dit, qui ont peut-être, en plus de leur autisme, un handicap ou un retard mental. Et à ce moment-là, ce sera plutôt des structures de type institutionnel, de type, comme je disais, atelier protégé. Mais ça, il y en a. Il y en a en Suisse, ça existe et ça fonctionne bien. Mais de plus en plus, maintenant, va arriver, passez-moi l'expression, sur le marché, de jeunes adultes qui auront pu être diagnostiqués dans l'équipe de Rachel, qui auront pu bénéficier de bonnes approches, de bonnes thérapies, peu importe laquelle, mais qui leur a permis de s'ouvrir, de se développer, de parler, de communiquer avec des capacités qui sont là, qui sont émergentes. Et nous, les familles, on se pose la question, mais tous ces jeunes-là, qu'est-ce qu'on va en faire? Comment est-ce qu'on va pouvoir les intégrer? Donc là, ce sera, je pense, le travail, comme toujours, des associations, des parents, de développer des structures, je dirais, pour ce type de personnes avec autisme, dans le but de leur décrocher des places de travail, parce que c'est possible,
et de les intégrer dans la société. Et d'autant plus que par rapport aux neurotypiques, ils ont certaines capacités que les neurotypiques n'ont pas. Exactement. Alors je le disais en préambule, ils ne savent pas mentir. Ils ne vous mentiront jamais. Ils ne dérogeront jamais à aucune règle. Alors je prends ce petit exemple un petit peu pour taquiner les banquiers ou les informaticiens. Je dis toujours, si l'informaticien de HSBC, là, il y a quelque temps, avait été un peu autiste, les données sensibles de la banque ne seraient jamais sorties. Parce que si vous dites à une personne avec autisme, cette disquette ou ces dossiers, vous ne les remettez à personne, ils ne sortent pas de ce bureau, même si c'est le PDG ou le président du conseil d'administration qui veut obtenir le dossier, il ne l'obtiendra pas. Parce qu'eux n'ont aucun problème, contrairement à nous avec la hiérarchie. Nous, quand on est convoqué chez le grand patron, on tremble. Eux, pas. Mon fils, il entre dans le bureau du directeur de son institution comme il entre dans le mien. Ça lui fait aucun problème, aucun souci. Et comme il ne déroge justement à aucune règle, voilà, ça sortira pas. Et en plus, vous ne pouvez pas les acheter, vous ne pouvez pas les soudoyer. Ils sont francs, ils sont nets. Alors je donne ce petit exemple parce que ça fait sourire, mais mis à part ça, il y en a justement qui ont de grandes capacités. Ça peut être pour les mathématiques, ça peut être une mémoire photographique aussi. Alors vous imaginez dans une bibliothèque, quelqu'un qui a une mémoire photographique, quand vous cherchez un ouvrage, lui il n'a pas besoin de l'ordinateur, il scanne, il peut tout de suite dire s'il est là, pas là, bien classé, mal classé. Enfin voilà, ce sont des petits exemples comme ça. Mais qui montrent qu'il y a une possibilité d'intégration. Exactement, et de valorisation, parce qu'ils ont envie, c'est ça. Je crois dans une définition de l'autisme, on dit toujours, oui, ils sont fermés, on imagine toujours ces gens repliés sur eux-mêmes, qui ne veulent pas communiquer. C'est pas qu'ils ne veulent pas, ils ne savent juste pas. Ils aimeraient faire comme nous, mais ils n'ont pas les clés. Donc, le moment où on arrive à décoder, à leur donner les clés, ils ont envie de communiquer, ils ont envie de faire comme nous. Et puis surtout, ils ont beaucoup de plaisir, moi je le vois avec mon fils, à nous rendre service, à pouvoir être utile et à être valorisés dans ce qu'ils savent faire. Et ça, je crois que c'est très important. Voilà, c'est un beau message pour terminer notre discussion. Je vous propose, si vous avez des questions à poser à nos invités, vous êtes les bienvenus. Il y a un micro qui va se balader. Je ne sais pas s'il y a des questions parmi vous. Non? Pas spécial. Ouais. Justement, par rapport à ces capacités particulières qu'on observe chez certains autistes, est-ce qu'on a une explication de ce phénomène-là? Est-ce qu'on sait pourquoi eux ont justement cette mémoire extraordinaire, certains d'entre eux du moins? Ah bah vous n'avez pas l'air. Non. Rachel. En tout cas, moi, je n'ai pas connaissance d'explication. On observe effectivement chez beaucoup d'enfants, alors c'est pas chez tous, mais chez beaucoup d'enfants, on observe un développement comme ça en îlot, c'est-à-dire tout d'un coup, il y a des choses, il y a des domaines qui nous semblent très simples, où ils sont complètement perdus, et des domaines où ils sont extrêmement brillants pour des choses qui nous, neurotypiques, comme tu le disais tout à l'heure, nous semblent très compliquées. Et puis, on n'arrive pas très bien à savoir pourquoi, comment, mais Alors, on quelques l'observe. exemples, ça peut être quoi? Ça peut être une capacité à faire des calculs absolument incroyables. Alors ça, c'est ce qui est le plus C'est le Rayman, connu. ouais. Personnellement, j'en ai vu en 10 ans à la consultation, j'en ai vu un. Ok. Donc c'est pas tous les jours non plus. Non, ce qu'on voit très très souvent effectivement, c'est la mémoire photographique, une excellente mémoire des lieux. Donc Même- mémoire photographique, c'est-à-dire qu'en Ils voyant repèrent. quelque chose, ils le retiennent et ils peuvent le redécrire Mais c'est très des- précisément. Alors oui, il y a ça, mais dans la vie quotidienne, c'est des choses plus courantes. Des parents qui vont à un endroit avec un enfant de 2 ans et demi, 3 ans, qui n'y retournent pas pendant plusieurs années, qui retournent quand l'enfant a 6 ans, et l'enfant se souvient parfaitement du chemin, se souvient parfaitement de où était disposé quoi, comment, quel pull portait la maman ce jour-là. Enfin, des choses comme ça très très précises. Alors ça peut avoir son utilité. J'ai des parents qui se sont perdus dans une grande ville, et c'est l'enfant qui a retrouvé le parking. Ça peut être des choses comme ça. Mais on a beaucoup de ça on retrouve beaucoup. Mais si on fait de l'imagerie fonctionnelle du cerveau comme ça, on ne voit pas justement de surdéveloppement des zones de la mémoire. Ariane Jacobino? Non. Aucune idée. Vous Aucune savez idée, mais
envie de dire quand même que là, on brosse un tableau très général, mais qu'on n'oublie pas que finalement, tout un chacun, on a des compétences fortes, des compétences faibles, et qu'il n'est pas étonnant que la variabilité se retrouve aussi chez une personne autiste, comme dans tout autre syndrome génétique ou non. C'est qu'on a des bonnes choses et des mauvaises, et qu'on fait avec, et on essaye de s'en sortir comme ça. Est-ce qu'il y a une autre question, monsieur? Ouais, un peu une question peu bien élaborée. Le jeu, la constitution du jeu entre un normotypique et un autiste, est-ce qu'il y a une différence de l'apparition de dire je? Ah, le jeu, J-E. J-E, oui, oui, J-E, je d'accord. m'appelle, ou j'ai 3 ans, j'ai 2 ans, ou des choses comme ça. Le soi, la question du soi. Ouais. Isabelle, Rachel Marchitelli. Alors effectivement, hein, très souvent, dans une grande partie des cas, le jeu arrive plus tardivement dans le développement du langage de l'enfant. Alors de toute façon, le développement, il est très souvent au niveau du langage décalé, hein, dans le sens où le retard de langage est le symptôme d'appel dans grand nombre de cas de diagnostic d'autisme. Le jeu peut être soit décalé dans le temps, soit on observe aussi souvent des inversions entre le je, le tu, le je et le il, donc des enfants qui vont dire tu as faim pour dire j'ai faim, ce qui, vous imaginez bien, complique extrêmement la communication avec ces enfants-là, dans le sens où les parents assez rapidement comprennent ça et ils peuvent traduire, mais c'est vrai que les autres pas, les autres enfants pas. Et c'est quelque chose que parfois on doit effectivement leur apprendre, vraiment avec des logopédistes, de pouvoir retravailler puis dire non, j'ai faim, ça c'est toi, ça c'est moi. Souvent aussi il y a un passage intermédiaire où ils utilisent le prénom, mais comme dans le développement normal aussi, hein, mais où ils vont dire leur prénom pour parler d'eux. Donc on observe tout un tas de particularités au niveau du langage. Je ne sais pas si toi tu avais un exemple. Isabelle Stéphane, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, tout à fait. Justement, quand mon enfant était petit, après le langage a commencé à émerger, il parlait de lui à troisième personne. Donc, il utilisait son prénom. Il disait Thomas a faim. Thomas veut faire ceci ou cela. Mais là aussi, il a fallu travailler, lui apprendre. Et aujourd'hui, il sait très bien employer le je, le tu, sans souci. Mais c'est un travail aussi à faire, souvent. Encore une question? Oui. Merci. Je voudrais savoir où se situe la différence et s'il y en a une entre un enfant qui est légèrement autiste et un autre enfant qui a un retard de langage, peut-être un peu dans sa bulle, timide, quelques tocs. Merci. Ça, c'est une question importante. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup en consultation. On reçoit beaucoup d'enfants de 2 ans et demi, 3 ans qui viennent pour ce diagnostic différentiel entre un trouble du spectre autistique et un trouble sévère du langage. Et puis c'est vrai que chez des enfants qui auraient un trouble sévère du langage, de type par exemple une dysphasie, hein, qui peut être diagnostiquée officiellement qu'à partir de 5-6 ans, c'est-à-dire à partir du moment où le langage est censé être vraiment mis en place chez l'enfant. C'est quoi juste dysphasie? Oui. Donc la dysphasie, alors je ne suis pas logopédiste, mais dans une acception simple, c'est vraiment un trouble sévère du langage qui peut toucher soit le langage expressif, donc des enfants qui ne parlent pas, mais qui comprennent, ou soit ça peut toucher les deux versants. Et ça, c'est très souvent des enfants qu'on peut confondre dans ce qu'ils nous montrent avec des enfants autistes, parce que ça veut dire que c'est des enfants qui ne comprennent pas le langage, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Ce n'est pas une question de langue, hein. Ça veut dire que des enfants qui seraient dans un environnement bilingue auraient très souvent une dysphasie et dans les 2 langues maternelles auxquelles ils sont exposés. Donc ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas s'exprimer non plus. Donc effectivement... Donc ça ressemble très rapidement, ils peuvent autistiques. avoir des comportements qui ressemblent à des traits autistiques, dans le sens où ils vont se mettre en retrait, ils ne vont pas comprendre ce qu'on leur dit, donc ils ne vont pas répondre, ils ne vont pas répondre à l'appel du prénom. Ils peuvent faire des crises à la frustration, au changement, parce qu'on va leur dire, écoute, dans 5 minutes, tu arrêtes de jouer, on va partir pour aller à la Migros. Et puis, ils ne vont pas comprendre ça. Donc, au moment où on va leur dire maintenant on y va, ils vont évidemment pas être d'accord, ils vont pleurer, crier, etc. Par contre, dans l'évolution de ces enfants, sur quelques mois, on voit la différence. C'est-à-dire que c'est des enfants, quand on leur
donne des moyens substitutifs à la communication, au langage. On va leur donner soit du soutien gestuel, soit des pictogrammes, des photos, enfin tout un tas de moyens, et que ne serait-ce déjà que le fait que les parents vont comprendre que l'enfant ne comprend pas, ça change déjà pas mal la donne. Les troubles du comportement, très souvent, s'amendent plus rapidement que chez un enfant autiste où la compréhension du monde est touchée. C'est pas qu'une compréhension du langage, mais la compréhension du contexte, la compréhension de tout ce qu'il y a autour est plus difficile chez ces enfants-là. Donc dans l'évolution, c'est différent. C'est là, mais sur un rendez-vous, vous pouvez pas vraiment faire la différence. Alors chez un enfant de 2 ans et demi chez qui on n'a aucun recul, ça peut être difficile. Et des fois, quand on n'est pas sûr, on explique aux parents qu'on peut pas être sûr, qu'on va mettre en place des traitements, qu'on va mettre en place de la logopédie, etc. Et puis qu'on va voir l'évolution, qu'on va continuer de les voir pour voir quel chemin prend l'enfant. D'accord. Une dernière question ? Oui. Oui, moi j'avais une question par rapport à l'expression de l'autisme, parce qu'on parle souvent des crises que font les autistes. Est-ce qu'ils peuvent s'exprimer aussi par la violence et par de la violence envers les autres ? Rachel Marchitelli. Oui, ça peut arriver. Alors, c'est vrai qu'on peut retrouver chez des enfants ou des adolescents ou même des adultes des mouvements comme ça, soit d'automutilation, soit d'hétéroagressivité. Alors, c'est pas dans le but, généralement, c'est pas dans le but de faire mal à l'autre ou de se faire mal, mais c'est vraiment le signe que quelque chose ne va pas, et qu'ils n'arrivent pas à l'exprimer d'une autre manière. Donc c'est à nous vraiment d'aller rechercher, aux professionnels qui s'occupent d'enfants, à ces enseignants, d'aller rechercher, mais qu'est-ce qui s'est passé avant ? Qu'est-ce qui fait qu'il se met dans cet état ? Et puis d'adapter l'environnement pour essayer de faire en sorte que la personne soit mieux. Et puis de jamais oublier quand même, parce que ça c'est quelque chose qui m'est arrivé plusieurs fois, de rechercher des causes somatiques aussi. Chez certaines personnes qui n'ont pas de langage vont pas pouvoir nous dire j'ai mal aux dents, j'ai mal ici, j'ai mal là. Et puis d'aller rechercher, quand c'est un comportement soudain, s'il y a quelque chose, une maladie qui pourrait être là. Mais c'est vrai que chez certains enfants ou adolescents, adultes, on peut retrouver des mouvements comme ça. C'est très souvent aussi des personnes qui ont un retard mental associé. Et puis, une fois que tout a été adapté autour, que l'environnement est adapté à la personne, qu'on a tout essayé, parfois une médication peut être proposée à la famille pour essayer de faire baisser l'hétéroagressivité, l'auto-agressivité chez la personne. Mais ce n'est pas la première réponse qu'on donne, il faut vraiment essayer d'adapter l'environnement d'abord, mais c'est des choses qui peuvent être proposées. Bon, merci beaucoup à toutes les trois pour toutes ces explications. Quelques ouvrages qui ont été préparés entre autres par la bibliothèque ici de l'EPFL. La neuroscience de l'autisme. Voilà, c'est en anglais, mais c'est très complet sur tout l'aspect neuroscientifique qu'on a beaucoup évoqué aujourd'hui. Et puis, 2 autres choses. Une BD, Tu sais quoi, je suis autiste, mais c'est une BD qui sort aujourd'hui. Isabelle Stéphane, vous êtes derrière ce projet. Je ne suis pas toute seule derrière ce projet, il y a plein de gens. C'est justement le comité d'organisation pour cette journée mondiale de l'autisme qui a justement réalisé cette bande dessinée avec au début un petit historique qui repositionne justement l'autisme. L'autisme, c'est quoi ? Ça vient d'où ? De ce qu'on en sait, puisqu'on a vu qu'il y a encore plein de pistes qui sont mystérieuses. Et puis, ce sont 12 histoires, petites histoires, pour expliquer justement au grand public les difficultés que peuvent rencontrer des adolescents avec autisme dans leur quotidien, dans la vie de tous les jours. Voilà, recommandé. Et puis, Odyssée en pays Asperger, c'est aussi un livre qui sort maintenant, oui, à l'occasion de cette journée. Exactement, il sort aussi aujourd'hui. C'est un ouvrage qui a été écrit par une femme, Isabelle Pillet, qui a été diagnostiquée à l'âge de 49 ans, autiste Asperger, vous vous doutez, puisqu'elle parle, elle travaille, elle est caviste, ce qui n'est pas commun pour une dame, et qui, tout au long de son parcours, depuis très jeune, a écrit. Elle a écrit ses étapes, son développement et autres. Et voilà, une membre de notre association Autisme Suisse Romande a eu l'occasion de lire ses écrits et l'a fortement
pousser, on va dire, parce qu'ils n'aiment pas du tout se mettre en avant. Ça, c'est aussi une de leurs caractéristiques. Pousser à retravailler un petit peu le texte pour que ça soit dans un livre. Alors, ce livre, voilà, il peut être commandé dès aujourd'hui sur www.autisme.ch pour ceux que ça intéresserait. C'est une jolie manière aussi de comprendre un peu mieux de l'intérieur ce que vit une personne avec l'autisme. Puis vous dites qu'ils n'aiment pas se mettre en avant, mais dans le cadre de cette journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, il y a un spectacle ce soir, ici. Mais oui, ici, juste à côté d'où nous sommes, dans la salle du Rolex Learning Center, à partir de 18h30, accueil. Les festivités commencent à 19h. Il reste encore quelques places. Donc, pour les personnes qui seraient intéressées, venez. C'est un spectacle qui a été créé, imaginé, réalisé par des élèves du collège de Champitay à Puy, qui est une école privée, donc des élèves neurotypiques, sans autisme, et des élèves d'une structure pour adolescents avec autisme qui s'appelle la Strada, ici à Lausanne. Et voilà, c'est la rencontre de ces adolescents avec et sans autisme. Et ensemble, ils ont monté un spectacle sous forme de sketch, toujours aussi comme l'idée de la BD dont on vient de parler, pour expliquer au public les difficultés, les petits pièges, sans le vouloir, que la société tend aux personnes avec autisme, parce qu'on a aussi oublié de dire qu'ils ont de grandes difficultés à comprendre le double langage. Lance-moi un coup de fil quand tu seras arrivé à la maison. Pour eux, ça ne veut rien dire. Si on dit à un jeune enfant, saute dans tes baskets parce qu'on va être en retard à l'école, ça aussi, ça ne veut rien dire du tout pour eux, parce qu'ils prennent les choses mot à mot à la lettre. Donc pour expliquer ceci d'une façon un peu humoristique, mais très tendre, ces ados ont collaboré ensemble. Et c'est aussi pour montrer que quand on y met les formes, quand on met l'accompagnement adéquat, ces personnes avec autisme peuvent très bien s'intégrer dans un spectacle avec des neurotypiques. Voilà, j'ai vu les répétitions hier, ça a l'air très sympa. Juste dernier point très court, dans cette journée de l'autisme, vous allez aussi illuminer tous les bâtiments publics suisses en bleu, couleur de l'autisme. Alors si seulement on était arrivé, Bastien, à faire tous les bâtiments publics, ce serait une trentaine en Suisse vont s'illuminer en bleu, le bleu étant la couleur de l'autisme, pour rejoindre un mouvement qui s'appelle Light It Up Blue, qui a été lancé par la plus grande ONG américaine, Autism Speaks. Et la Suisse est le 86e pays à rejoindre ce mouvement mondial. En tout, il y a plus de 8000 édifices à travers le monde, dont l'Empire State Building, l'Opéra de Sydney, l'Arc de Triomphe à Paris. Mais ici en Suisse, une trentaine. Ici, le Rolex Learning Center sera illuminé en bleu. Vous dégustez en ce moment des boissons, des pâtisseries de couleur bleue, comme au cocktail de ce soir, grâce à toute l'équipe ici de la restauration. Et puis, il y aura aussi le jet d'eau de Genève. Voilà. La cathédrale de Lausanne, etc. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir participé à ce Science on tourne. Et puis, on se retrouve d'ici un mois environ pour une prochaine édition. Merci.